Nous sommes très heureux de vous retrouver pour nos conférences de début de semaine qui, je vous le rappelle, sont diffusées à présent chaque mardi à 15 heures sur notre chaîne YouTube. Et aujourd'hui, nous allons parler mode, textile, consommation éco-responsable. Et si bien sûr l'industrie textile est réputée comme étant l'une des plus polluantes du monde, il semble tout de même que depuis quelques années, disons les années 90, il y a eu une prise de conscience pour une mode dite maintenant éthique, lente. Mais est-ce que pour autant les consommateurs que nous sommes jouent le jeu? Est-ce que les industriels, les marques et leurs collections, comment se placent-ils par rapport à tout cela? Et il semble que le développement de ce nouveau type de mode soit peut-être par moment encore assez faible, mais comment expliquer ces réticences éventuelles de consommateurs et d'industriels aussi peut-être? Pour nous apporter des éléments de réponse, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Siem Dekili, maître de conférence au sein du laboratoire Beta à l'Université de Strasbourg. Siem, vous allez pouvoir répondre à ces nombreux questionnements car vous avez mené pendant plusieurs années déjà des études complètes en ce domaine d'une consommation éco-responsable, ceci auprès d'échantillons de consommateurs parfois assez vastes et permettant d'étudier les comportements de chacun, tant en termes de consommateurs d'ailleurs qu'en termes d'industriels, parce que nos industries, on peut se poser la question, est-ce qu'elles jouent vraiment le jeu? Donc, beaucoup de mots sur cette déclinaison de mode. Où en est-on aujourd'hui? On vous écoute pour avoir beaucoup plus de réponses. Merci, on vous écoute. Merci à vous, bonjour à tous et à toutes. Merci pour l'invitation et puis merci pour cette introduction. En effet, aujourd'hui, je vais vous parler de ce sujet très actuel, donc autour de la mode éthique et dans quelle mesure ce nouveau modèle de production et qui incite aussi à une nouvelle façon de consommer peut-il remplacer la mode rapide, qui est aussi appelée la fast fashion. Donc, pour démarrer, je vais peut-être inviter chacun de vous, chacun de, voilà, de ceux qui nous écoutent, à se poser la question. Quand on achète un vêtement, quels sont les critères que nous prenons en compte? Bien évidemment, en fonction des profils et des préférences des consommateurs, de chacun de nous, nous allons prendre en compte des caractéristiques comme ça peut être la marque, ça peut être peut-être la qualité du tissu, ça peut être encore, voilà notre exemple, l'origine du vêtement, etc. Dans tout ça, nous pouvons nous poser la question sur l'importance des critères environnementaux et sociaux. Est-ce qu'il y a une réelle prise de conscience aujourd'hui? Est-ce que ce sont des caractéristiques qui sont considérées quand nous sommes dans un magasin et quand nous sommes dans cette situation de choix d'un vêtement? Eh bien, il y a eu une sorte d'immergence ou d'augmentation de cette conscience écologique et cette prise de conscience en particulier des impacts de l'industrie de la mode. Malheureusement, en particulier suite à un drame qui s'est passé, je pense que vous avez tous entendu parler de ce drame de Rana Plaza qui s'est déroulé au Bangladesh, où je pense Monsieur Tout le Monde a découvert que nos entreprises, nos marques occidentales, y compris des marques françaises, externalisaient la fabrication de leurs vêtements dans des pays en voie de développement, bien évidemment pour réduire les coûts. Et on a découvert à ce moment-là que les travailleurs exerçaient dans des conditions de travail déplorables, dans des bâtiments insalubres, ce qui a engendré cette année-là, en 2013, plus d'1 millier de morts. Effectivement, le bilan humain est dramatique, il est colossal, il est très important. Et depuis, je pense que les médias, l'opinion publique a commencé à prendre connaissance et conscience de l'enjeu majeur lié à l'industrie de la mode. Malheureusement, on a attendu ce type de drame, mais je pense qu'il y a aujourd'hui une réelle réflexion à faire pour regarder de près qu'est-ce qu'on peut faire de ce modèle de consommation et de production qui est la fast fashion et comment le remplacer par un modèle de consommation et de production plus éthique. Pourquoi
nous parlons aujourd'hui des limites de la fast fashion et pourquoi il y a peut-être un intérêt et assez urgent à développer le marché de la slow fashion. Le modèle de la mode rapide, qui est la fast fashion, est un modèle basé sur l'accélération de la production et de la consommation des vêtements. Alors, bien évidemment, ce modèle a contribué à modifier les comportements, il a suscité le désir chez les consommateurs pour acheter toujours de la nouveauté, pour renouveler sa garde-robe et la façon la plus régulière possible. Pour répondre, on a compris que le consommateur a un besoin très particulier dans ce domaine, qui est un besoin d'être perçu comme étant un homme ou une femme actuelle. Donc, il y a un besoin de paraître assez fort, notamment dans certaines sociétés. Donc, la dimension culturelle joue aussi un rôle primordial. Et donc, on a pendant longtemps joué sur cet élément-là pour encourager les gens à consommer, à surconsommer des vêtements. Cela a donné lieu à des choses assez aberrantes. J'ai pris l'exemple de Zara et c'est la même chose pour des marques équivalentes où on atteint plus d'une vingtaine de collections par an. L'idée d'une slow fashion, c'est vraiment de revoir ce mode de consommation et de production et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus réfléchi, maîtrisé, où on serait plus sur 3 à 4 collections par an. L'idée, bien évidemment, c'est de limiter les ressources utilisées, limiter les productions et amener et à souffler peut-être un nouveau mode de consommation qui serait une consommation réfléchie, où on amène peut-être plus le consommateur à réfléchir, à revoir ses vrais besoins. Est-ce qu'on a tous besoin de 14 chemises par an? C'est peut-être pas le cas. Une collection, ce qui a fait défaut, je pense, dans le modèle de la fast fashion, c'est que on était sur des modèles qui, de toute façon, encouragent la consommation et la surconsommation, du fait que les vêtements sont conçus avec une durée de vie courte. On va utiliser des matériaux qui ne sont pas forcément des matériaux d'une qualité supérieure. Donc, les produits, les vêtements vont être usés assez rapidement au bout de quelques lavages, ce qui va inciter le consommateur à acheter de nouveau. Donc, on a mis de côté quelque part la qualité supérieure, le savoir-faire, et on a plus mis l'accent sur le renouvellement des collections. On a mis bien évidemment l'accent sur ce paraître, ce qu'on appelle voilà, un type de motivation égocentrée, c'est-à-dire on va centrer le choix du consommateur autour du bénéfice direct que ce vêtement va lui apporter. Certes, l'achat d'un vêtement peut apporter à un consommateur lambda voilà, un plaisir lié au fait que je vais changer peut-être de look, je vais paraître d'une certaine façon, je vais renvoyer une certaine image de moi, etc. Et donc, le travail ou le fondement de ce modèle de la mode a été axé sur ces motivations égocentrées. Alors, l'idée de la slow fashion, c'est vraiment de mettre en parallèle, l'idée, c'est pas du tout de laisser de côté les motivations égocentrées, c'est-à-dire ce bénéfice et ce besoin que le consommateur cherche à satisfaire, hein, donc le besoin de paraître. L'idée de la mode éthique, ce n'est pas du tout d'ignorer ces besoins. Le consommateur a tout à fait raison de sentir des besoins liés au statut, à l'image de soi, etc. Et l'offre des entreprises devrait répondre à ces besoins, mais elle devrait répondre à ces besoins tout en prenant en compte les considérations, ce qu'on appelle des considérations altruistes, la protection de l'environnement, les conditions du travail des personnes dans les usines, etc. Et donc, les motivations égocentrées ne seront plus les seuls éléments à prendre en compte quand il s'agit de concevoir et de vendre, de commercialiser une offre de vêtements. Il y a la question aussi la question du prix qui est fondamentale. Le modèle de la fast fashion a été fait de façon à réduire au maximum le prix, bien évidemment en travaillant sur les coûts, et on reviendra sur cette idée qui est fondamentale dans la slow fashion. Un prix doit refléter l'ensemble des coûts engendrés par le cycle de vie du produit, dès la conception
de l'offre jusqu'à la fin de vie du produit, c'est-à-dire jusqu'au moment où vous n'avez plus l'utilité de votre jean et il faudrait peut-être réfléchir à ce que vous allez en faire après. Est-ce que je vais faire un don? Est-ce que je vais le revendre? Est-ce qu'il est possible de le recycler, etc. Donc, une politique de prix responsable, c'est une politique de prix qui va prendre en compte l'ensemble des coûts engendrés par la production et l'utilisation de ce vêtement. Or, ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que depuis longtemps d'ailleurs, c'est que ce modèle de consommation de la fast fashion ne prend pas en compte l'ensemble des coûts. Il y a ce qu'on appelle les coûts cachés, par exemple l'impact carbone lié au transport, et n'est pas suffisamment, ne serait-ce que suffisamment pris en compte dans la tarification des vêtements. Je prends juste un exemple assez frappant, celui du jean. Aujourd'hui, on nous dit qu'un jean peut faire 1,5 fois le tour de la planète avant d'arriver du lieu de fabrication jusqu'au lieu d'utilisation. Et donc là, vous voyez, il y a quand même un impact carbone énorme. Quand à côté, on voit les politiques de prix et on regarde tout ce qui est fait, notamment durant les soldes, et on est en période de soldes, durant le week-end du Black Friday, parfois vous êtes sur des prix mais plus que bradés. On peut se poser la question, est-ce que l'ensemble des coûts sont pris en compte? Est-ce que ce trajet qu'a fait le produit, le vêtement du lieu de production jusqu'au lieu de consommation, est-ce que ce sont des éléments qui ont été tous pris en compte? Et on a des doutes énormes là-dessus parce qu'il n'est pas possible, il n'est pas envisageable de penser qu'avec un prix parfois de 10 euros, 15 euros, 20 euros pour un vêtement, on ne peut pas imaginer que les personnes derrière ont été rémunérées correctement, que l'impact carbone du transport a été pris en compte et ainsi de suite. Donc la question de la moditique, c'est de revoir cette idée ou cette conception du prix et qu'on soit plus sur des prix responsables qui prennent en compte l'ensemble des coûts engendrés par la fabrication et l'utilisation, voire même la fin de vie du produit. La mode rapide a été aussi basée, comme je l'ai dit, sur des prix réduits, donc sur la réduction également des coûts. Ce qui a amené, d'ailleurs, c'est ce qui a amené à de la délocalisation. Et à un moment donné, il y a eu un gap entre le producteur et le consommateur. La distance est devenue tellement importante qu'il y a eu un éloignement au sens propre du terme, mais aussi figuré, entre le producteur et le consommateur. Le consommateur n'a plus d'idée sur qui fabrique son produit, où a été fabriqué son produit, et ainsi de suite. Et c'est vrai que le drame de Rana Plaza est venu rappeler effectivement cette réalité-là, que les lieux de production se sont tellement éloignés du consommateur que, le consommateur n'a plus toutes les informations sur les produits et leurs conditions de fabrication, ce qui a engendré et favorisé beaucoup d'opacité sur ce processus de fabrication. Et deux, cette idée de délocalisation dont le motif est vraiment de réduire les coûts, bien évidemment aussi, elle a augmenté l'impact carbone lié au transport. Donc l'idée de la slow fashion, c'est vraiment de jouer sur de mettre l'accent sur la transparence, bien évidemment en privilégiant le local, les circuits courts, etc. Et de donner le plus possible d'éléments, d'informations aux consommateurs, bien évidemment de la transparence au niveau du prix, de la transparence au niveau des fournisseurs, des fabricants, etc. On parle de la fast fashion, je pense même aujourd'hui, c'est plus tout à fait utile de rappeler l'impact environnemental. Je pense qu'on en parle, et heureusement, je pense qu'on en parle et de plus en plus. C'est une industrie très polluante. Et c'est vrai que c'est assez frappant de voir que peut-être on s'intéresse plus au gaspillage alimentaire qu'au gaspillage vestimentaire.
Pourtant, le gaspillage alimentaire reste moindre et l'impact de l'industrie alimentaire reste moindre que celui lié à l'industrie de la mode. Un aliment, vous l'achetez, vous le consommez, il y a bien évidemment du gâchis et malheureusement, notamment sur des produits qui n'ont pas été consommés ou consommés dans leur totalité. Il peut y avoir bien évidemment un impact négatif lié aux emballages, mais au moins une grande partie du produit, elle a été consommée, elle a été ingérée, elle est disparue quelque part. Or, dans l'industrie de la mode, vous pouvez utiliser votre jean, votre robe, votre veste pendant quelque temps et le moment où vous serez peut-être lassé de porter ce vêtement-là, votre habit, il est là et il faudrait trouver des solutions. C'est la fin de vie du produit et on parle entre autres de valeur résiduelle. C'est vraiment la valeur qu'on peut accorder à ce produit une fois qu'on n'a plus l'utilité de ce produit. Et donc, c'est là où il y a toutes les réflexions, bien évidemment, sur les tris, les dons, le recyclage, etc. Donc, effectivement, l'impact de cette industrie de la mode, il est très important et nécessite effectivement une réflexion en profondeur sur comment limiter l'impact écologique de l'industrie de la mode. Voilà, vous avez un certain nombre de chiffres, je ne vais pas peut-être tous les reprendre, mais simplement un élément clé autour du recyclage. Par exemple, en France, on a une dizaine de kilos textiles, par exemple, qui sont par an, qui sont consommés. On a une quantité quand même importante de vêtements qui sont jetés tous les ans à l'état neuf aux usagers. Et la quantité recyclée, elle est vraiment de l'ordre de 2 kilos, 2,5 kilos par an et par personne, ce qui reste infime par rapport aux quantités produites. Juste à titre comparatif, c'est 2 fois moins la quantité recyclée, par exemple, en Allemagne. Donc, c'est vrai qu'en France, il y a encore des efforts à faire en matière de recyclage et en matière de la gestion de la fin de vie des produits, notamment dans l'industrie de la mode. Bien évidemment, je pense là aussi, c'est inutile de rappeler la quantité d'eau utilisée, mais aussi polluée à cause de cette industrie de la mode. Il ne faut pas oublier que les vêtements proviennent la plupart du temps du coton. Le coton, c'est une grande culture avec beaucoup d'utilisation de pesticides, de produits chimiques. Aujourd'hui, la quantité de coton bio, elle est de l'ordre de 0,1%. Donc, vous imaginez, c'est vraiment aujourd'hui quelque chose d'encore très négligeable. Et après, pour tout le reste, on est sur du coton conventionnel avec beaucoup d'utilisation de produits chimiques. Voilà. Donc, tout ça, je pense, si on en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un gros défi à vraiment affronter, à des solutions à trouver pour limiter cet impact écologique négatif. Alors, des entreprises ou des marques de la mode éthique, des entreprises engagées seraient des entreprises qui prendraient en compte l'ensemble des étapes du cycle de vie du produit. Donc, l'idée, c'est vraiment d'adopter cette approche, ce qu'on appelle du berceau au tombeau, c'est-à-dire vraiment avoir cette réflexion de A à Z. Donc, l'idée, ce n'est pas du tout comme le font certaines entreprises qui sont peut-être accusées de greenwashing, où on va mettre l'accent uniquement sur une étape ou sur un attribut en particulier. Un vrai engagement, une vraie responsabilité serait celle de prendre en compte l'ensemble des étapes du produit. Donc là, je vous ai mis un exemple, le cycle de vie, par exemple, d'un jean. Vous avez énormément d'étapes, donc avant l'utilisation du produit, donc la fabrication, etc. Et puis pendant la phase d'utilisation par le consommateur, avec toutes les phases, par exemple, de lavage, d'entretien, etc., qui jouent aussi un rôle important en termes d'impact écologique. Et puis la fin de vie du produit. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre en charge l'ensemble de ces étapes avec peut-être un focus sur ce qu'on appelle les points chauds. C'est-à-dire, l'entreprise devrait étudier quelles sont les étapes
les étapes particulières qui posent peut-être le plus d'impact négatif sur le plan environnemental et social et les traiter en priorité. Par exemple, pour le jean, on sait qu'il y a une phase de sablage, donc le fait de sabler et d'utiliser du sable qui fait recours d'ailleurs à une matière qui s'appelle la silice, qui a un impact négatif sur la santé des travailleurs. C'est une phase clé et assez problématique qu'il faudrait traiter peut-être en priorité. Il y a aussi le transport des produits. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de cet impact carbone. Il y a aussi la phase de la fin de vie du produit, qui est aussi une phase critique. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir cette approche globale, contrairement à ce qui se fait aujourd'hui dans plusieurs entreprises, où on est sur des logiques très parcellaires, où on va s'attaquer à un point parmi un millier de points qui méritent d'être étudiés. Sur le plan social, il y a aussi un point fondamental à traiter en lien avec le prix. Quand on regarde, je vous ai mis là aussi l'exemple d'un jean, sur le prix d'un jean, vous avez seulement de 1,5 à 5 de ce prix qui revient aux travailleurs en tant que rémunération. Donc là, on peut aussi se dire qu'il y a peut-être un problème. Et donc l'idée de la mode éthique, c'est vraiment comme dans le cas du commerce équitable, c'est de garantir une rémunération satisfaisante, correcte pour toutes les parties prenantes qui sont impliquées dans le processus de fabrication d'un vêtement. Et donc, qu'on arrête avec effectivement ces pratiques irresponsables où on est dans l'exploitation plutôt de la main-d'œuvre, notamment dans les pays en voie de développement. Il y a eu une prise de conscience, bien évidemment. J'ai parlé au début de la présentation du drame de Rana Plaza. Cette prise de conscience est accélérée aujourd'hui sans doute par les nouvelles technologies. Les entreprises et les marques peuvent bénéficier d'un bouche à oreille positif ou à l'inverse d'un boycott collectif quand les consommateurs se rendent compte que des marques ont des pratiques irresponsables, qu'elles exploitent des enfants, par exemple dans les usines, qu'elles ne rémunèrent pas correctement leurs employés, etc. Des études récentes nous montrent aujourd'hui que les consommateurs ont des attentes vraiment très fortes vis-à-vis des marques. Ça va au-delà même de l'offre d'un produit ou d'un service. Aujourd'hui, avec la loi Pacte, on parle d'entreprises à mission, d'entreprises qui ont une raison d'être. Et les consommateurs espèrent que les marques aujourd'hui arrivent même à pallier à des limites liées aux États et liées aux institutions et demandent à ce que les marques jouent un rôle pour le bien commun, c'est-à-dire pour le bien-être des individus, pour le bien-être animal, au-delà de la question de proposer un produit qui va satisfaire le besoin d'un consommateur à un moment donné. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une attente très forte vis-à-vis des entreprises et du rôle qu'elles peuvent jouer au sein des sociétés, au-delà même de la question de la commercialisation de produits et de services. Des entreprises engagées, il y en a aujourd'hui. Certaines, effectivement, sont en train de se développer. Je peux citer l'exemple de Maison Standard, donc c'est une entreprise française qui, effectivement, s'inscrit dans cette dynamique de la mode éthique et qui refuse, entre autres, toute promotion, tout solde et adopte une politique de prix basée sur une responsabilité, donc un prix stable toute l'année, qui prend en compte l'ensemble des coûts, y compris les coûts cachés que j'ai évoqués tout à l'heure. Et donc là, on voit qu'il y a un contre-courant, même s'il est émergent, il se développe petit à petit. Mais il y a des entreprises aujourd'hui qui sont en train d'afficher une position opposée par rapport à ce qu'on observe, notamment dans la fast fashion. Avec effectivement un rejet de l'idée des Black Friday. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui, pendant le week-end de la Black Friday, vont donner peut-être un jour de congé pour leurs salariés, vont arrêter de vendre, etc. Donc il y a des initiatives assez intéressantes en ce sens. Un autre exemple, Everland, une entreprise américaine qui va très loin dans la transparence et notamment la transparence en matière de prix.
Donc des entreprises aujourd'hui inscrites, dans la mode éthique et qui n'ont rien à cacher. Donc qui jouent vraiment la carte de transparence d'une façon assez importante et qui n'ont pas honte de préciser aux consommateurs, combien le produit a coûté réellement et à quel, prix, il va être effectivement proposé pour le client. Et c'est vrai qu'on, on observe à travers différentes recherches que cette posture, à la fois honnête et humble, parce qu'effectivement tout n'est pas forcément, clean et tout n'est pas forcément green, mais une posture, qui consiste à dire et à communiquer aux consommateurs d'une façon très honnête, quels sont les efforts qui sont établis, peut-être quels sont, les points qui sont encore problématiques, sur lesquels l'entreprise est en train de travailler et c'est avéré que c'est un type de communication qui est, profitable pour la marque. Ça passe mieux que, du greenwashing. De toute façon, le consommateur aujourd'hui n'est pas dupe. Si vous commencez à lui dire que, tout est vert et que tout est écologique et tout est bien, bah, il aura des doutes et donc et le scepticisme, on a fait énormément d'études sur le comportement du consommateur et notamment par rapport à la question du scepticisme envers la communication verte et c'est vrai que le consommateur aujourd'hui est assez sceptique par rapport à cette communication. Donc il vaut mieux adopter une posture humble, modeste et informer de la façon la plus transparente possible le consommateur. C'est vrai que c'est assez, tout ça c'est assez intéressant. On a mis, voilà, on a fait un constat, le constat des impacts négatifs sur le plan écologique et social, en particulier de la fast fashion. On a vu, à côté l'émergence de certaines marques qui militent quelque part pour, une mode plus éthique, plus responsable. Et puis il y a quelque chose qui se passe sur le marché ou qui ne se passe pas. C'est-à-dire quand on observe les chiffres et la réalité du marché, on observe que, la mode éthique n'attire pas, suffisamment les clients et notamment les Français. Alors c'est une question fondamentale. On peut se dire, «OK, bon là, on est en train de pointer quand même les impacts, impacts environnementaux, sociaux, très importants de la mode, classique et puis, il y a quand même des initiatives assez intéressantes. Pourquoi le Français n'achète pas des produits, des vêtements éthiques?» Donc c'est l'un des éléments qu'on a exploré lors d'une étude, qui est relativement importante parce qu'on a quand même enquêté et interviewé, un millier à peu près de consommateurs, notamment, parisiens. Et c'est vrai que l'étude est, voilà, les résultats, ils sont assez intéressants dans le sens où ça nous révèle, les vrais freins, les vraies contraintes aujourd'hui, qui ne favorisent pas le développement du marché de la mode éthique. D'abord, rappelons la spécificité de cette catégorie de produits. On parle de la mode. La mode, comme je l'ai dit au début, c'est, c'est le style, c'est l'image de soi, c'est le statut. C'est un produit qui est vu et donc il y a une pression sociale aussi qui fait que le consommateur va faire attention à, son apparence, son paraître. C'est une catégorie de produits qui fait partie, ce qu'on appelle qui fait écho à un usage dans une sphère publique, contrairement à d'autres produits écologiques que vous pouvez consommer dans une sphère privée, sans que vous soyez forcément soumis à une quelconque pression sociale. Et donc la question des normes sociales, elle est vraiment importante et je pense que encore plus dans le contexte français, c'est un élément qui joue un rôle important. Il faut savoir que la culture peut encourager, comme à l'inverse, elle peut freiner des pratiques durables. Ça, on l'a observé, notamment dans le cas du doggy bag. Je pense que ça peut parler à certains. Cette pratique qui consiste à vous permettre d'amener le reste de votre repas au restaurant chez vous, quand, par exemple, vous avez des restes. Et on a pu observer qu'en France, il y a une grande réticence à cette pratique-là. Pourtant, il s'agit bien de quelque chose d'écologique. Et le frein culturel domine et explique cette réticence-là. Les gens n'aiment pas être vus comme voilà, quelqu'un qui n'est pas peut-être
voilà, qui va porter son reste chez lui, donc c'est mal vu. En tout cas, ce n'est pas quelque chose qui est valorisante pour l'individu dans la société dans laquelle nous, vivons. L'aspect culturel effectivement, joue un rôle, très important. Les consommateurs à travers cette étude, donc deuxième élément, trouvent que, la mode éthique n'a pas réussi jusqu'aujourd'hui à proposer des, vêtements qui sont des vêtements, stylés, voilà, avec un design assez sympathique, assez intéressant et qui répond vraiment à leurs attentes et à leurs préférences. Et donc on trouve globalement que l'offre, elle n'est pas satisfaisante sur le plan du design et sur le plan du style. Il y a un autre phénomène, 3 éléments qui arrivent et qui est assez intéressant à voilà, quand on essaye de vraiment comprendre comment le consommateur, réagit, qu'est-ce qui l'anime et qu'est-ce qui peut expliquer ses décisions de choix. C'était cette idée je vais essayer de la simplifier cette idée. Le consommateur, pense que, l'entreprise dispose, d'une quantité de ressources. Cette quantité de ressources données, elle est, répartie sur un ensemble, de postes. Ça peut être effectivement la dimension écologique, la performance du produit, peut-être le confort, le design et cetera. Les individus estiment que, partant d'une quantité de ressources données, si l'entreprise, hem, heu, consacre plus peut-être de moyens pour l'aspect écologique, c'est sans doute fait au détriment d'autres caractéristiques du produit. C'est-à-dire, si une entreprise de la mode éthique a réussi à nous proposer un vêtement respectueux de l'environnement, dans l'esprit des individus, c'est sans doute au détriment peut-être du confort, peut-être au détriment de la qualité, exceptionnelle peut-être du tissu, et cetera, et cetera. Et donc il y a cette idée, que, négative, hein, donc qui est associée à des perceptions négatives chez les consommateurs, que les produits de la mode éthique sont des produits de moindre qualité. Ensuite, enfin, 4e élément, il y a bien évidemment l'aspect méconnaissance et désintérêt. Aujourd'hui, je pense que les marques et notamment celles dans la mode éthique ont un rôle important à jouer pour, je n'aime pas le mot éduquer le consommateur, mais plutôt pour informer le consommateur, lui fournir des informations détaillées, des informations compréhensibles. Aujourd'hui, le consommateur nous dit, par exemple, par rapport à un certain nombre d'écolabels, il y a des logos, mais je ne sais pas à quoi cela correspond. Je n'ai aucune idée sur les critères qui ont été pris en compte pour attribuer ce label. Donc c'est vrai qu'il y a, cette attente du consommateur pour plus d'informations, des informations plus complètes, plus détaillées. Et puis bien évidemment des intérêts parce que, tous les consommateurs ne sont pas sensibilisés à l'enjeu écologique de la même façon. Il y a certains bien évidemment qui sont, plus avertis, plus sensibles, plus convaincus que d'autres et il faudrait prendre en compte la diversité bien évidemment des profils des consommateurs. Heureusement, il y a quelques exceptions qui ont réussi et c'est intéressant, de regarder de près peut-être leurs clés de réussite. Je cite ici l'exemple Veja, qui propose, c'est une entreprise française qui propose des baskets écologiques, à partir du cuir et de matériaux d'origine végétale. Quand on regarde de près, on observe que la marque ne met pas en avant l'aspect environnemental, l'aspect écologique. Elle a beaucoup travaillé sur le design de ses chaussures et pour elle, le consommateur sera attiré par le design avant tout. Et donc l'entreprise a su mobiliser un bénéfice direct, immédiat, tourné vers le consommateur. Et pour la marque, l'aspect environnemental jouera un autre rôle qui est celui de renforcer la relation entre le client et l'entreprise. C'est-à-dire le consommateur, lui, il va être attiré par le design de cette paire de chaussures, de baskets. Une fois qu'il a acheté le produit, il va commencer à s'informer peut-être ou recevoir des informations sur les pratiques écologiques de la marque et à ce moment-là, ça peut être un élément qui renforce sa fidélité vis-à-vis de la marque. Et ça nous rappelle
une approche qui s'appelle le Green Bundle, et je pense que c'est une approche assez intéressante, qui explique aussi pourquoi aujourd'hui, peut-être les marques de la mode éthique n'ont pas suffisamment su attirer les clients. La Green Bundle nous dit d'une façon très simple qu'un produit, c'est un ensemble de bénéfices et que l'attribut écologique, c'est un élément parmi d'autres. Il ne faut pas oublier cela. C'est-à-dire une entreprise de la mode éthique qui veut développer son marché, si elle reste limitée à l'argument écologique, elle réussira peut-être à attirer les clients les plus convaincus, mais pas les autres. Et l'idée d'un marché de la mode éthique développé sous-entend qu'on va essayer d'attirer le maximum de consommateurs, y compris ceux qui sont les moins sensibles à la question écologique. Et donc, on va mobiliser d'autres arguments, autres l'argument écologique. Donc les entreprises sont poussées aujourd'hui à aller vers effectivement ce modèle de production plus éthique. Il y a aussi une pression parce qu'au-delà de voilà, il y a la réglementation, il y a par exemple la Fashion Revolution a mis en place un index de transparence. Donc aujourd'hui, les entreprises, les marques sont rankées, sont classées en fonction de leur score de transparence. Le score de transparence, ça se mesure en fonction des informations diffusées sur voilà, tout ce qui concerne la supply chain de la chaîne logistique de la production de ce vêtement, donc la production, la relation avec les fournisseurs, etc. Et c'est vrai que tout cela pousse aujourd'hui les entreprises à aller vers plus d'éthique. Mais on continue malgré tout à observer deux profils d'entreprises. D'un côté, ce qu'on appelle des entreprises avec une posture proactive, c'est-à-dire des entreprises très volontaires qui ont fait de la durabilité le cœur même de le cœur même de l'ADN de leur business model. C'est vraiment quelque chose de fondamental. Ils ont revu tout leur modèle d'affaires en intégrant la durabilité partout. Un exemple assez intéressant est celui de Patagonia, où effectivement les produits ont été éco-conçus. Il y a des efforts importants pour réduire le nombre de collections, le nombre de fournisseurs. Il y a un travail colossal qui est dédié à la gestion de la fin de vie des produits. Je pense peut-être certains ont déjà vu que Patagonia propose des services de réparation des vêtements à ses clients. Il y a aussi, elle accompagne les clients à travers des informations sur son site pour montrer à ses clients ce chemin effectivement qui permet l'allongement de cycle de vie du produit et donc allonger la durée de vie du produit pour qu'on puisse utiliser son vêtement le plus longtemps possible. Patagonia a osé un slogan qui, effectivement, quand il a été mis en place, a choqué plus qu'un parce que ça peut sembler en opposition avec l'esprit du marketing, hein, avec un slogan de type buy less, achetez moins, ou encore don't buy this jacket. N'achetez pas cette veste si vous n'en avez pas l'utilité ou si vous n'avez pas de besoin. Et donc, effectivement, là, ça montre bien qu'on a voilà, un exemple d'une entreprise qui a tout revu sur la base de cette question de durabilité. Et puis avec toujours comme je l'ai dit tout à l'heure, une posture humble qui précise d'une façon assez transparente, qui précise aux consommateurs effectivement où on est dans cette démarche écologique. Un autre type ou un autre profil d'entreprise et ce sont les entreprises ou les marques qui vont adopter une approche, ce qu'on appelle réactive. C'est-à-dire parce qu'il y a à un moment donné soit une réglementation ou peut-être une pression des associations, ce qu'on appelle les groupes de pression. Ça peut amener l'entreprise à un moment donné à réfléchir à cette question de durabilité. C'est un peu l'histoire de Nike, par exemple, même si la posture de Nike a évolué dans le temps. Nike, la première fois où elle a commencé à donner des informations à ses clients
autour de sa relation avec les fournisseurs, comment les produits sont fabriqués, etc. C'était suite à un scandale, parce qu'on a soupçonné Nike d'avoir des relations un peu irresponsables vis-à-vis de ses fournisseurs. Il y a eu aussi un autre scandale où on a attaqué Nike, on l'a accusé de greenwashing. Et chaque fois qu'il y a une accusation, donc Nike rebondit, donc action-réaction, en mettant en place des pratiques qui vont dans le sens de la responsabilité, en donnant des informations sur la liste des fournisseurs, par exemple, en informant les clients, etc. Aujourd'hui, Nike est classée comme étant une entreprise à mission avec son fameux slogan Just Do It, et elle est en train d'évoluer vers plus effectivement de transparence vis-à-vis du client. Je vais finir par un dernier point. Aujourd'hui, on parle beaucoup du marché de la seconde main, et pour certains, ça peut être la solution pour lutter contre les impacts désastreux de la fast fashion. À premier abord, cela semble positif. Parce on peut partir de l'idée que revendre son vêtement, une fois qu'on n'a plus l'utilité, peut donner de la valeur effectivement à ce produit utilisé, peut allonger la durée de vie du produit parce que quelqu'un d'autre peut effectivement continuer à l'utiliser, et donc limiter le gaspillage, quelque part, le gaspillage vestimentaire. Il peut y avoir un impact social aussi positif. On sait très bien que, notamment dans le domaine de luxe, il y a certaines catégories de consommateurs qui ont des moyens peut-être financiers limités, qui ne peuvent pas accéder à certains types de produits qui sont vendus très cher à l'état neuf, pardon, et donc le marché de la seconde main rend ces produits quelque part accessibles à cette cible-là, et donc aussi rétablir une certaine justice sociale, puisque des produits peuvent être accessibles à tous. C'est très intéressant parce qu'on a pu regarder de près ce marché-là. On a des recherches encore en cours sur le sujet. C'est assez intéressant parce que c'est en même temps alarmant dans le sens où on devrait peut-être être vigilant par rapport à cette idée de marché de la seconde main. Ça devrait peut-être interroger les consommateurs, ça devrait interroger les entreprises qui sont dans ce domaine-là. Quand on observe de près, on remarque que tout est fait dans l'industrie de la seconde main, si on peut dire ça. Tout est fait pour inciter le consommateur à acheter et acheter plus. On a pu avoir des témoignages de consommateurs qui disaient j'achète et au final, effectivement, je me trouve avec des produits, certes d'occasion, mais qui sont dans les placards et que j'ai jamais utilisés. Tout est fait, quand je dis tout est fait, les tactiques de vente qui sont utilisées sont là pour inciter le consommateur à aller d'une façon régulière sur les plateformes et à acheter. Heu heu, voilà, donc quand je parle de Vinted, par exemple, parce qu'il y a énormément de consommateurs, notamment en France, qui vont sur ce site-là. Donc on a quand même le marché de la seconde main, c'est 40 des Français qui ont acheté un vêtement d'occasion en 2019, la moitié sur Vinted. Et là, je vous ai mis une capture d'écran du site où vous remarquez bien voilà, cette facilité offerte au client. Trouve-le, achète-le, reçois-le. Donc, tout est fait d'abord pour faciliter la vente et l'achat d'un vêtement d'occasion. Tout est fait avec un système de notification qui est envoyé sur les téléphones des consommateurs pour inciter le consommateur à aller régulièrement et à regarder les nouveaux produits qui sont mis sur la plateforme, et donc il inciter à l'acheter. Et donc voilà, on est sur un système de rotation qui est très rapide des modèles et une incitation forte à la surconsommation. Donc voilà, si on propose un marché d'occasion pour inciter les gens à surconsommer et à stocker des vêtements chez eux, je pense qu'on n'a pas encore résolu complètement le problème de la fast fashion. Un autre problème, et donc qui se pose, et je vais finir par cet élément-là par rapport à l'exemple Vinted par exemple, c'est le transport.
la plateforme Vinted en particulier ne permet pas de transaction directe entre l'acheteur et le vendeur. C'est-à-dire, on peut se trouver dans un périmètre géographique assez restreint, c'est-à-dire la possibilité pour un vendeur d'aller rencontrer peut-être 2 quartiers à côté l'acheteur et faire la transaction directement. Cela n'est pas permis par la plateforme. Tout est fait pour que cela passe par la plateforme avec l'envoi de colis, avec bien évidemment des services de transport et donc avec un impact carbone assez fort. Donc il n'y a pas du tout la prise en compte de cet élément dans la conception de l'offre d'occasion. D'où d'ailleurs une initiative toute récente qui a été proposée par une plateforme d'un marché d'occasion, ThreadUp. Il y a juste un an, en janvier 2020, la plateforme a mis en place, mais je pense surtout dans une logique peut-être d'amener vraiment le consommateur, y compris dans le domaine des produits, des vêtements d'occasion, à rationaliser les achats et la consommation, amener le consommateur à adopter une consommation réfléchie. Et donc, ils ont proposé un quiz gratuit donc pour leurs consommateurs, pour les interroger sur leurs habitudes d'achat, sur la fréquence de réparation des vêtements. Et donc, tout ça pour mettre un peu le consommateur devant une certaine réalité qui est l'impact écologique de sa garde-robe. Voilà, donc je pense qu'il y a encore énormément de choses à faire pour limiter l'impact écologique et social de la fast fashion et pour aller de plus en plus vers ce modèle de consommation et de production qui est celui de la mode éthique. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Eh bien, voilà les choses, bien dites. Merci, Siem. Alors, nous avons quelques questions qui viennent à l'esprit. D'abord, on va peut-être aborder des questions, disons pratico-pratiques en tant que consommateur. 2 questions, simples. Comment est-ce qu'on peut reconnaître, le greenwashing et comment est-ce qu'on peut reconnaître de bons labels éco-responsables? Alors, le greenwashing et l'écolabel crédible. C'est vrai que ça fait partie vraiment de mes thèmes de recherche les plus forts et les plus importants et que voilà, pour lesquels que j'apprécie tout particulièrement. Aujourd'hui, je pense qu'il y a favorisé ce scepticisme des consommateurs envers les éco-affichages d'une façon large et envers la communication verte des entreprises, c'est la multiplicité des affichages présents sur le marché. Je pense qu'il y a une faille sur le plan réglementaire qui a fait qu'aujourd'hui, on peut trouver à la fois des écolabels officiels, type NF Environnement, l'écolabel européen, donc qui sont des écolabels attribués et contrôlés par des organismes certificateurs externes, donc il y a une tierce partie indépendante qui fait le contrôle, qui atteste du travail réalisé par l'entreprise en matière du respect des questions environnementales et ou sociales. Et puis à côté, il y a cette liberté donnée aujourd'hui aux entreprises pour mettre en place ce qu'on appelle les autodéclarations. Une entreprise, un exemple tout simple, par exemple, vous avez Nespresso qui a mis en place le AAA Sustainable Quality, je pense. Voilà, un logo très sympathique, très beau. Pour un consommateur lambda, ça ne peut être qu'un label officiel. Et pourtant, c'est une autodéclaration, c'est-à-dire un label mise en place librement par l'entreprise sans aucun contrôle externe. C'est l'entreprise elle-même qui fixe ses propres objectifs et le jour où elle estime qu'elle a atteint ses objectifs, elle s'auto-délivre cette autodéclaration. C'est assez marrant, c'est assez intéressant. C'est encore intéressant parce qu'on a fait une étude en particulier sur ce cas de Nespresso et on a bien montré, et ça peut surprendre, nous-mêmes on était surpris, que le consommateur accorde la même préférence à une autodéclaration délivrée librement par l'entreprise qu'à l'écolabel officiel. Mais à condition, je pense. Parce on est dans le cas, on parle de Nespresso, par exemple, mais ça peut être aussi dans le domaine de la mode, une autre marque très connue. Et c'est vrai que le capital marque peut jouer un rôle important. C'est-à-dire une entreprise qui a un capital marque favorable
une image positive. On peut rajouter aussi, l'histoire en matière de RSE, de responsabilité environnementale et sociale. Dans le domaine de luxe, par exemple, vous avez des entreprises comme Stella McCartney, qui est connue pour, son investissement, environnemental, écologique, depuis des années. Cela aide à, avoir effectivement ou à bénéficier de plus de crédibilité pour l'affichage qui va être proposé, par l'entreprise en question. Donc sans doute, il y a l'historique de l'entreprise. On parle aujourd'hui d'héritage RSE, c'est-à-dire une entreprise peut avoir son héritage en matière, d'efforts, sur le plan environnemental et social, et c'est vrai que ça peut, renforcer du coup la crédibilité ou à l'inverse affaiblir, la crédibilité que le consommateur peut accorder, à l'autodéclaration ou à l'éco-affichage d'une façon large, donné à l'entreprise. Par rapport, il y a différents déterminants de l'efficacité, de la communication de l'entreprise. Ça aussi, ça fait l'objet de plusieurs recherches que nous avons, réalisées. Je peux citer, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la présentation, une communication humble est une communication plus efficace qu'une communication qui serait très, exagérée, par exemple. Quand on exagère le discours, quand le discours aussi, est pauvre en matière de preuves, parce qu'aujourd'hui, je pense ça me rappelle l'exemple, voilà, différentes marques, entre autres l'exemple de, la marque Le Chat, qui à un moment donné a revu sa communication parce que dans un premier temps, elle a communiqué, que le produit ou elle a affirmé que le produit écologique sans qu'il y ait d'écolabel et ça a été très contesté par les consommateurs, par les associations et cetera. Quelque temps après, la marque a revu sa communication et a adopté l'écolabel européen. Donc vous voyez, effectivement, le consommateur a besoin de preuves et on ne peut pas effectivement, balancer des messages, notamment quand ils sont exagérés, sans preuve tangible pour le consommateur. Donc il y a certes le capital marque qui joue, il y a les preuves, donc qui reflètent aussi qui sont aussi des indicateurs sur la sincérité de la marque quelque part. Et le greenwashing alors, comment je le reconnais? Le greenwashing. Ouais, comment on le reconnaît? Bah, effectivement, le greenwashing, quand vous avez un message sans preuve, l'exemple de le chat à l'époque, ça a été effectivement attaqué et accusé de greenwashing. Parce qu'on a une phrase qui est avec des images qui renvoient au vert, etc. Et il n'y a pas de preuve, il n'y a rien qui nous prouve effectivement qu'en réalité, l'entreprise a fait un effort en matière d'engagement environnemental et social. Voilà. Après, par exemple, on a fait des recherches sur, les ingrédients, hein, tout ce qui compose une communication, notamment la couleur. Et c'est vrai que l'abus, par exemple, de l'utilisation de la couleur verte est souvent perçu négativement. C'est vrai, à un moment donné, on voyait tout vert et les entreprises pensaient, incarner quelque part, ou verdir leur image, en s'appuyant sur de la couleur verte dans les supports, dans les images et cetera. Or, ça s'est avéré effectivement une communication, qui n'est pas du tout efficace auprès des clients. De la même façon, l'utilisation, par exemple d'images d'enfants, est souvent, mal perçue par les clients parce qu'on va accuser l'entreprise ou la marque de, par exemple peut-être, d'exploiter quelque part l'image d'innocence associée aux enfants pour l'utiliser, pour bien évidemment un intérêt complètement, voilà, un intérêt, lié à la recherche de rentabilité pour vendre plus et cetera. Alors, en termes de prise de conscience, j'ai une interrogation. On est face donc à une société de consommation, mais de l'autre côté, on a une société de la communication à travers les réseaux sociaux. Mmh mh. Et là, on se trouve face à une réalité qui sont les influenceuses et les influenceurs, Mmh. qui peuvent, émettre des messages qui vont complètement à l'encontre de ce qu'on vient de dire, puisque là, ils sont quasiment embauchés par des entreprises pour, faire valoir, des vêtements qui ne sont pas forcément, en conforme à toute, notre volonté d'éco-responsabilité. Comment est-ce que vous percevez ça et est-ce que vous avez des éléments là-dessus?
Alors c'est un sujet très intéressant parce que bon, c'est vraiment l'actualité. Notre actualité aujourd'hui, c'est d'être dans les réseaux. Alors c'est assez intéressant parce qu'on peut observer que certaines marques qui sont, très engagées, l'exemple de Veja, ce sont des marques qui ont beaucoup réduit leurs coûts leurs coûts de communication. Ça, c'est assez intéressant parce que si je relie ça à la notion de prix, si, dans le cas de Vija, par exemple, on nous dit que le coût de fabrication, il est 5 fois plus élevé que, par exemple, la fabrication d'une paire Nike ou d'une paire, Adidas, et cetera, des marques, plus classiques. Et si l'entreprise garde en tête qu'il faudrait rémunérer correctement, bien évidemment, toutes les parties prenantes, les personnes qui ont travaillé, pour fabriquer cette paire de chaussures. Et tout en gardant en tête aussi l'idée de proposer, un prix qui serait toujours acceptable par le client. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas non plus, au fur et à mesure qu'on augmente les coûts, on augmente les prix. Il y a aussi à un moment donné un seuil. Le consommateur, voilà, ne peut pas payer, même ceux qui ont des pouvoirs d'achat plus élevés, ne peuvent pas payer, voilà, des prix, quand ils dépassent un certain seuil. Donc en prenant en compte l'ensemble de ces éléments, bah, l'entreprise n'a pas beaucoup de choix à un moment donné, et ces entreprises ont le plus souvent choisi de limiter, le coût de marketing, hein, notamment lié à la communication, et ce n'est pas pour autant que ce sont des entreprises qui ont échoué ou, dont les produits ou la production n'est pas, commercialisée comme il faut. Voilà, ça c'est un élément. Après, je pense, après dans l'absolu, on ne peut pas non plus se passer, de ce qui se passe aujourd'hui, ou, mettre de côté effectivement ces moyens de communication qui sont largement présents aujourd'hui. Je pense une entreprise qui est engagée et qui est sincère et qui adopte des pratiques responsables, elle fera parler d'elle, et je pense que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Sur les réseaux, on est, un peu voilà, on fait il y a une sorte de veille, hein, que ce soit de la part des consommateurs, des associations, les groupes de pression d'une façon large, et on est très attentif au dérapage, et notamment, voilà, les marques qui vont peut-être avoir des pratiques irresponsables. C'est là où effectivement, le bouche à oreille négatif peut, être diffusé très rapidement. Mais je pense qu'une entreprise, qui est sincère et qui est réellement engagée, elle fera également parler d'elle, de ses pratiques, de ses produits, d'une façon directe ou indirecte, et donc il n'y a pas de risque. En tout cas, je ne vois pas de risque pour ces entreprises sincères et engagées. Alors, on peut, dans une France où vous aviez mis dans une des premières diapos où la France est renommée pour étant un pays de la mode, Mmh on mh. peut peut-être quand même s'interroger si, en termes de marques de luxe qui font, si bien l'image de la France, et on peut s'interroger si on est vraiment certain que le prix que l'on va payer est un prix propre à la production. Est-ce qu'on ne paye pas finalement, la marque en elle-même, ce savoir-faire à la française, heu, avec en plus, des marques de luxe qui ont, derrière elles, des actionnaires, dont on sait, leur influence aussi, et le lobby que cela représente. Comment est-ce qu'on peut analyser, cette partie-là, la marque de luxe, face à cette volonté d'éco-responsabilité? Alors c'est l'un des sujets sur lesquels, j'ai personnellement beaucoup travaillé. C'est vraiment, très intéressant. À différents niveaux. D'abord, quand on a fait la première étude, sur le luxe et développement durable, la première recherche a été publiée en 2013, donc elle a bien démarré quelques années avant. On était nous-mêmes surpris, parce qu'on a pu observer un impact négatif de l'argument écologique dans le cas du luxe. Nous-mêmes, on ne s'est pas attendu, vraiment dans une ère où, on pensait que, tout discours autour de l'écologie serait, favorablement perçu. On se rend compte que dans le luxe, ça ne marche pas. Et quand vous êtes une marque de luxe et vous dites que vous êtes écologique, ça peut être même être contre-productif et jouer négativement contre vous. C'est assez intéressant. Donc c'était la première étude. De là sont partis, bien évidemment, ça a ouvert des perspectives de recherche très stimulantes et très intéressantes, et ça a donné lieu à différentes publications ensuite. D'abord, on a voulu comprendre le pourquoi.
Parce que notre première étude a été quantitative, donc c'était un grand échantillon, un questionnaire, et on n'avait pas la possibilité, comme on ne s'est pas attendu non plus à ce résultat, on n'avait pas la possibilité d'interroger les consommateurs et de leur demander pourquoi vous êtes assez réticents par rapport à cette offre de luxe écologique. Et donc, on a conduit ensuite une étude, et donc il y a eu une publication en 2016, où on a mis en place une grille qui expliquait les sources de dissonance ou encore de contradiction entre luxe et développement durable. Donc, on a réussi vraiment à comprendre d'où vient, quelles sont les origines de cette contradiction perçue chez les consommateurs. Alors, le sujet est passionnant. Je vous donne quelques exemples. Quand on parle, par exemple, de développement durable, on a tout de suite l'idée d'une consommation réfléchie. On va être attentif, on va regarder l'impact éventuel de ce produit au moment du choix et au moment de l'achat de votre produit. Or, dans le luxe, on est plus sur des achats coup de cœur, des achats plaisir, qui n'ont rien à faire en gros et qui n'ont rien à voir avec cette question de réflexion, lire les étiquettes, etc. Dans le luxe, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous regardez le produit, tiens, c'est un produit voilà, qui vous fait rêver. Hein. On parle de rêve, on parle effectivement un tas d'éléments d'ordre émotionnel qui n'ont rien à voir avec la raison. Et donc, en cela, l'achat ou le choix d'un produit de luxe peut être considéré comme étant en opposition par rapport au développement durable. Quand on parle la question de l'altruisme, par exemple, quand on parle de développement durable, on pense effectivement don, on pense partage, il y a l'économie partagée aujourd'hui, on parle de valeur d'usage, on parle, voilà, on n'a plus besoin peut-être forcément de tout acheter, de louer, etc. Euh, Or, dans le luxe, on est plus sur l'exclusivité et l'égocentrisme, c'est-à-dire un consommateur de luxe, quand il achète un produit, il cherche à ce que le produit soit le plus exclusif possible. Donc, tout l'opposé d'un produit partagé. Donc, vous voyez, l'univers même, et après, il y a l'aspect égocentré, je cherche des bénéfices pour moi-même, le plaisir individuel, le statut, bien évidemment, etc. etc. Et donc, il ressort que l'univers du luxe en soi et en opposition par rapport à la notion de développement durable. En dehors, bien évidemment, de la question du bien-être animal versus mal-être animal, puisqu'on va utiliser quand même des ressources animales, etc., etc. L'aspect environnemental aussi. Voilà. Vous parlez donc là, effectivement, j'ai parlé de quelques éléments explicatifs de pourquoi ça ne matche pas, luxe et développement durable. J'ai ensuite encadré une thèse de doctorat qui a été soutenue en 2018, où là, on a montré une fois de plus que l'argument écologique peut impacter négativement la qualité perçue des produits de luxe. Et vous savez très bien, quand on parle de luxe, voilà, tout de suite, dans l'esprit des gens, c'est la qualité exceptionnelle. C'est ça, ça fait partie même de la définition du luxe. Vraiment, l'essence du luxe, c'est la qualité exceptionnelle, la qualité supérieure. Et là, on voit et on observe et on démontre que l'argument écologique peut venir perturber, entacher cette qualité et donc jouer défavorablement par rapport à la perception de la qualité des produits de luxe. Vous parlez de savoir-faire, savoir-faire français en particulier. Je pense que effectivement, l'idée de la mode éthique, c'est de mettre l'accent sur le savoir-faire. Parce que plus on met l'accent sur le savoir-faire, plus effectivement on met l'accent sur la qualité des produits, plus de toute façon on produit des produits plus durables, ce sont des produits qui vont résister dans le temps, qui vont être utilisés plus longtemps et donc par définition qui sont plus écologiques que d'autres au moins. Après, aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de savoir-faire complètement français? Je pense que rare encore aujourd'hui, effectivement, des entreprises ou des marques de luxe qui continuent à fabriquer en France. La réalité nous rappelle quand même qu'il y a toujours cette délocalisation, qu'il y a encore, effectivement, on est sur des chaînes, chaînes logistiques le plus souvent mondialisées, hein, où vous avez à chaque des étapes de ce processus de fabrication qui sont un peu dispersées dans le monde.
Mais après, il y a un autre élément que vous évoquez, la question des actionnaires. Et je pense que ça, c'est un élément, qui peut être favorable pour aller plus vers la durabilité. Aujourd'hui et encore plus dans le domaine de luxe, on ne veut pas de scandale autour des marques. Et il y a une pression forte là-dessus. Et d'ailleurs, le secteur de luxe, c'est le secteur, j'ai envie de dire, le plus surveillé par les médias, par les associations. Parce que même en temps de crise, c'est le secteur qui a le plus résisté et qui a continué à faire de la croissance et du profit. Et donc, sachant aussi qu'une marque, pour construire une marque, il faut beaucoup de temps. Les entreprises et notamment les entreprises de luxe, vont faire très attention et ne prendront pas peut-être le risque d'adopter des pratiques qui vont, par exemple, du jour au lendemain, peut-être amener à, faire tomber, cette marque qui a été construite et consolidée pendant des années et des années. Et donc ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, sur ces postures parfois réactives de marques qui vont s'engager dans la durabilité, pas forcément par conviction particulière, mais parce qu'on est surveillé, parce qu'on fait attention à l'image de la marque, parce qu'il y a une pression réglementaire, etc. Alors, le rôle des actionnaires, effectivement, aujourd'hui, bien évidemment, une marque, et notamment une marque de luxe qui fait l'objet d'un scandale, autour, voilà, en lien, par exemple, avec l'exploitation. À un moment donné, il y a eu, voilà, quelques faits divers, hein, de marques qui exploitent des travailleurs, des images négatives, par exemple, je sais plus quelle marque, voilà, avec une image véhiculée autour des Chinois, des choses, voilà, d'ordre social, d'ordre environnemental, qui peuvent jouer négativement, sur la marque. Ça, ce sont des choses qui ne sont pas acceptées par y compris par les parties prenantes de la marque, dont les actionnaires. Pour qu'effectivement la marque continue à avoir une valeur et la valeur la plus forte au niveau de la bourse, bah, il faudrait que la marque soit la plus clean possible. Je pense qu'un scandale, un fait divers ne fera qu'effectivement, entacher, la marque et la valeur autour de la marque. Donc aussi, aujourd'hui, les actionnaires jouent un rôle de pression pour amener ces marques vers plus de responsabilités. Cela dit, pas forcément par conviction, mais on a pu, je pense, constater que, renvoyer l'image d'une marque engagée, une image à mission, une image, qui a une raison d'être, ça joue positivement. Il y a des études très intéressantes, qui sont publiées récemment et qui montre, qu'une marque qui a, une raison d'être, vend plus, fidélise plus ses clients et donc sur le plan financier, c'est aussi intéressant. Voilà. Alors, juste pour finir et rebondir, mais à l'effet inverse, est-ce que vous pensez que la mode lente, l'éco-responsable, a sa place pour venir grignoter sur, ces marques très connues et inventer, leur propre marque, voire peut-être, pourquoi pas faire des défilés de mode lente et des hauts couturiers de la mode lente? Est-ce qu'on peut arriver à cette bascule ou est-ce que ça semble totalement interdit lorsqu'on parle de mode éco-responsable, par exemple? Alors j'ai bien aimé, votre terme «grignoter» parce que, je vais être aussi, un peu optimiste, hein, je suis de nature optimiste et donc, heu, quand on revoit vraiment les fondamentaux de ce que c'est le marketing durable, l'idée d'un marketing durable et l'idée d'une éco-innovation et d'une innovation, vraiment durable, c'est de proposer des offres qui ne vont pas forcément se substituer, c'est-à-dire, compléter des offres conventionnelles, mais qui viendraient plutôt les remplacer. C'est comme ça que nous arriverons tous, consommateurs, entreprises, à modifier d'une façon peut-être radicale le modèle existant est vraiment d'embrasser quelque chose voilà, d'éthique, de responsable, et cetera, et avec un changement qui serait un changement significatif. Je pense ce qui fait défaut aujourd'hui, c'est qu'on continue toujours, et d'ailleurs c'est dans tous les domaines à peu près, à considérer que l'offre éthique, l'offre écologique, c'est une offre qui viendrait à un moment donné, s'additionner à l'ensemble des offres conventionnelles existantes sur le marché.
Et donc ça ne fait que rajouter finalement de l'impact à l'impact existant. Or, il faut vraiment changer un peu de vision, la vision et d'approche et voir l'offre écologique comme vraiment une opportunité réelle pour, modifier les comportements, pour modifier aussi les productions, les modes de consommation et de changer complètement, hein, de mode de consommation. Je pense, voilà, il y a aussi une certaine urgence écologique qui fait qu'il faut que le changement soit plus tangible, par rapport à ce qu'on observe aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on peut imaginer, pourquoi pas, il y a aujourd'hui des signaux, je pense, encourageants. J'ai cité l'exemple de Patagonia, de Vija, et cetera. Ce sont des modèles d'entreprise vraiment qui sont, qui réussissent sur le marché, qui ont même fait des réussites assez intéressantes. Et donc, d'autres aussi, entreprises, voilà, qui adoptent de nouvelles approches, qui refusent, par exemple, tout ce qui est, prix cassés, les prix bradés, qui assument ces coûts cachés, qui les prennent en charge, et qui réussissent. Donc pourquoi pas? Pourquoi ne pas aller au-delà? Mais pour cela, je pense pour que les industriels, les marques de la mode éthique réussissent à attirer plus de consommateurs, pour qu'effectivement il y ait plus de diffusion de cette mode éthique sur le marché, pour qu'elle prenne plus de place par rapport aux marques conventionnelles. Et il faudrait que je reviens à cette notion de green bundle, c'est vraiment considérer la dimension écologique comme un élément parmi d'autres. Pour attirer monsieur tout le monde, y compris les consommateurs les moins sensibles à l'écologie, il faut leur parler des bénéfices égocentré, des bénéfices immédiats. Le consommateur, quand il achète, aujourd'hui sa chemise, la consommatrice qui achète sa robe et cetera, elle a besoin, contre le prix qu'elle va débourser, elle a besoin de voir le bénéfice qu'elle va récolter et de suite. Et ça, il faudrait le prouver. Je pense à un exemple, un parallèle, le marché biologique. Pourquoi le marché des produits biologiques marche? Il marche assez bien, parce que, si vous creusez un peu et il y a plusieurs études là-dessus. Beaucoup de consommateurs, y compris des consommateurs qui ne sont pas du tout sensibles à l'écologie, achètent des produits biologiques parce que c'est bon pour la santé. Et donc, il n'y a pas que l'aspect écologique. Donc, si on veut attirer plus de consommateurs vers la mode éthique, il faut aussi réussir à proposer une offre branchée, une offre avec un design qui parle au consommateur, qui répond à ses besoins, à ses attentes, avec des matériaux qui prouvent leur qualité. C'est ça, le consommateur aujourd'hui doute de la qualité des matériaux, des produits écologiques. On l'a entendu, hein, des consommateurs qui nous disent je ne vais pas acheter par exemple des chaussures à base de matériaux du cuir végétal parce que c'est pas si solide, c'est pas si performant, c'est pas si confortable, etc. Voilà, c'est aux entreprises, je pense qu'il y a un vrai challenge, c'est aux entreprises de prouver que matériaux écologiques riment aussi avec innovation, avec des produits performants et on peut très bien aider à protéger la planète et proposer des produits qui satisfont le consommateur sur le plan voilà, statut, image de soi, confort, etc. Eh bien, voilà, plein de choses intéressantes. Une petite question surprise pour terminer. Est-ce que vous avez fait les soldes, CM? Oui, je pense, surtout pour mes 2 enfants, mais c'est vrai, ce qui est intéressant et je le dis même, c'est quelque chose qu'on discute à la maison, aller au solde avec une liste, des articles manquants et dont on a vraiment besoin et ne pas aller se promener et puis, bah, tiens, ça c'est intéressant, le prix est cassé, je le prends. Non, ça peut arriver d'acheter des produits avec des prix réduits, mais des produits qui répondent vraiment à des besoins et en intégrant bien évidemment les questions, effectivement, l'enjeu, tant qu'on peut, des produits locaux, des produits français, des produits avec un savoir-faire et donc une qualité supérieure pour qu'on garde le produit le plus longtemps et qu'on ne soit pas amené à acheter, à renouveler l'achat assez rapidement. Voilà, c'était le message de fin. Merci en tout cas pour cette belle présentation et on espère que, ben, vous saurez tirer parti de tout ce qui a été dit. Merci encore et bon courage pour la suite de vos recherches. Merci Merci. beaucoup pour cet échange. Merci. Au revoir.